Stéphane a pris la parole, il a bien fait, donc bienvenue à tous pour cette séance exceptionnelle de la Nuit du Chasseur, qui est la deuxième donc sur 3 films du cycle, Se libérer de la peur, donc le cycle Alchimie au cinéma. Et voilà, excusez-nous de nous avoir fait attendre sous la pluie. Voilà, c'était un peu laborieux parce qu'il y avait les deux salles et beaucoup de monde des deux côtés. Voilà. On attendait la neige en fait, on pensait que ce serait un peu plus féerique de faire les chasseurs sous la neige. Peut-être il y aura peut-être la sortie sous la neige comme dans le film. Alors là, ça sera ce qu'on appelle une synchronicité jungienne formidable. Et on va parler de Jung et de la synchronicité. Voilà. Merci pour ton accueil. Bon. Alors, est-ce que vous avez 10 minutes encore? Ah bah oui. Parce que si on fait une expérience, vous expliquez les règles de l'expérience. Alors, déjà, vous voyez, l'intérêt d'aller au cinéma, c'est de ne pas regarder un petit écran comme ça. Effectivement, alors le petit écran, moi, il va me servir parce que j'ai mon déroulé. Ce déroulé, logiquement, est projeté sur cet écran-là, mais on a un petit problème technique. Donc, si vous ne voyez pas les images, c'est pas grave, parce que les images, vous allez les voir. Et en fait, moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce film. Il y a certainement des images qui vont vous marquer. Alors, et ces images-là, elles racontent quelque chose qui donne du sens au film. Voilà. Et ce film, il donne peut-être du sens à votre vie. Est-ce que ça va? Peut-être, hein, ça dépend. Alors pourquoi ça? Parce que, bon, si je reprends un peu mon fil conducteur, je vais faire ce qu'on appelle une présentation du film. Et après, on sera dans une discussion à partir d'images que j'ai repérées. Vous me direz votre ressenti, et moi je vous dirai un petit peu mon ressenti sur quelle histoire ça raconte, La Nuit du Chasseur, et pourquoi finalement c'est un film culte. Parce que si on reprend, alors bon, le dispositif, je vais passer vite fait sur le travail que j'ai fait, le cadre théorique, parce qu'il y a quand même un petit cadre théorique, si certains ont fait de la fac, moi j'ai été un peu déformé par plein d'études, mais je vous le fais très court. C'est que depuis l'aube de l'humanité, on raconte des histoires. Vous savez, c'est des contes de fées, et dans ces contes de fées, il y a 3 étapes souvent. Le héros, il perd quelque chose, il perd sa princesse, il perd papa-maman, il erre dans un désert, il tombe dans une caverne, il rencontre un sage, il a des épreuves, il se confronte avec le dragon, et là il y a un beau dragon dans le film qui est joué par Robert Mitchum, et à un moment donné, il revient dans le monde, et son retour dans le monde, eh ben, il n'est pas pareil. Ça s'appelle un rite de passage. Ça s'appelle aussi, selon un monsieur qui s'appelle Joseph Campbell, et qui a beaucoup inspiré George Lucas, ça s'appelle le parcours du héros. Dans ce parcours du héros, le personnage, il va rencontrer des personnages qui sont des symboles. Si je vous parle de Obi-Wan Kenobi, si je vous parle effectivement de Dumbledore, et dans Le Seigneur des Anneaux, vous voyez le magicien blanc, Gandalf, vous voyez bien que ces 3 personnages, ils participent de la même idée, qui est l'archétype du mentor. Voilà. Vous allez voir, dans La Nuit du Chasseur, il y a un mentor, mais c'est un mentor qui n'est pas le mentor habituel. C'est pour ça que ce film est assez étonnant. Voilà. Donc à partir de là, pourquoi j'ai appelé ça l'alchimie du cinéma? Je fais référence, alors je ne sais pas si vous voyez ça, c'est qu'à une époque, au Moyen-Âge, il n'y avait pas la télé. Et on expliquait des choses en montrant des images comme ça. Ces images, vous les retrouvez dans des beaux livres, c'est le Splendor Solis du XVIIe siècle. Vous retrouvez ça aussi sur les portails de Notre-Dame, dans certains symboles de la sculpture gothique. Donc là, on est sur le symbolique. Et mon attache, c'est le symbolique dans le cinéma. Merci à un monsieur qui s'appelle Michel Cazenave, qui est mort cette année, grâce à qui je me suis lancé là-dedans, puisqu'en fait, j'ai pris un peu la suite de ce qu'il faisait à l'entrepôt, qui s'appelait Cinéma et mythologie. Donc la place du symbolique dans le cinéma et dans nos vies, et dans La Nuit du Chasseur, c'est le thème de ce soir. Voilà. Donc je ne vais pas être comme Alain Garel va refaire Une Nuit du Chasseur un peu plus tard, et Alain travaille très bien sur l'analyse de séquences et des plans, donc ça sera totalement complémentaire avec ce que je vais faire ce soir. On va travailler sur les images. Alors je vais vous donner 2-3 éléments en plus pour vous faire réfléchir, parce que des images, il y en a plein, des images symboles dans les films. Alors j'essaie de vous montrer. Ça va être compliqué parce que je suis censé vous montrer des choses. Alors Twin Peaks. Pourquoi Twin Peaks c'était le premier film? Parce que dans Twin Peaks, il y a un symbole qui est assez étonnant, qu'on va retrouver, c'est le hibou. Et donc Twin Peaks, vous savez, les hiboux ne sont pas ce que l'on croit. Donc le hibou est un symbole. Le symbole, il a souvent 2 facettes. La première facette, c'est Chris Marker qui le montre dans L'héritage de la chouette. Le hibou, c'est la sagesse. Par contre, Mark Frost, quand il fait un bouquin sur Twin Peaks, il dit le hibou, c'est les forces de la nuit. Le hibou, c'est ce qui nous amène à regarder dans l'obscurité. C'est ce qui nous permet de voir clair dans la nuit. Intéressant. Vous allez voir qu'à un moment donné, dans le film, il y a un hibou. C'est pas pour rien qu'il y a un hibou. Alors, ce hibou, il nous renvoie à la question qui est très primitive en nous, c'est la question de la peur. Vous savez, on aime bien avoir peur, il y a tout un cinéma qui va surfer sur ce besoin qu'a l'être humain d'avoir peur.
Pauline Kael, quand elle parle de ce film-là, elle dit la même chose qu'on va dire sur Shining de Kubrick, ça tombe bien, ça va être la troisième époque du cycle. C'est le film le plus terrifiant qu'on ait jamais fait. Alors vous me direz si ce film vous a fait peur. Hein. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce film nous donne des clés pour comprendre comment on peut se libérer de la peur? Parce que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Si on analyse la situation globale du monde aujourd'hui, on voit bien que la peur, c'est un moyen de gouvernement. Si vous regardez le fil d'actualité d'Internet, si vous regardez la télé, le sentiment que vous avez, c'est un sentiment de peur. Twin Peaks, Fire Walk With Me, qui a commencé le cycle, nous parlait de cette question de la peur. Et comment les êtres humains, alors je vais vous spoiler Twin Peaks, mais c'est pas grave, parce qu'on peut le revoir. Hein, l'histoire de Twin Peaks, c'est quoi? C'est le premier niveau, hein, ce que je vais appeler la confrontation avec l'ombre. Cette ombre, elle prend la forme de Bob. Bob, qui est un... Alors, il y a déjà le premier niveau de lecture, un inceste. Classique, hein, c'est d'ailleurs le crime le plus terrible, l'inceste. Bon. L'inceste meurtrier, dans le film. Sauf que deuxième niveau de lecture, le père, il est possédé par un incube qui s'appelle Bob. Bob fait partie d'une loge. Et ces loges, ils sont dans des espèces de mondes intermédiaires. Et ces loges-là, ils se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent de la peur des gens. C'est grâce à cette peur des gens qui les dominent. Donc c'est des vampires psychiques. C'est ce que nous raconte David Lynch. Voilà. En tout cas, Lynch le montre. Bon. Je vais essayer de partir du principe que je recrée une nouvelle trilogie avec 3 films qui n'ont rien à voir. À savoir, dans Twin Peaks, Laura Palmer, qui est une jeune fille qui meurt. Alors c'est un peu difficile à... C'était la conclusion de la discussion qu'on a eue pas comme tellement. Vous pourrez revoir en intégralité, parce que c'est filmé. C'est sur un site, je vous donnerai ça à la fin, c'est sur la chaîne YouTube Libermundi. On a filmé. La conclusion à laquelle on arrive, c'est que Laura Palmer, à la fin du film, elle accepte de mourir. Parce qu'elle comprend que si elle meurt, eh bien, elle sera libérée. C'est très bizarre, parce que le plan des mauvais esprits, parce que Laura Palmer, vous avez vu la saison 3 de Twin Peaks ou pas? Alors, Laura Palmer, c'est quelque chose de spécial. C'est une sphère de lumière qui s'incarne dans le monde, par rapport aux forces du mal qui se sont incarnées. Donc, on revient, regardez, vous allez entendre parler des trucs ce soir sur la lutte entre la lumière, les ténèbres, le film, il est en noir et blanc. Vous allez voir, il y a des choses autour de ça. Donc Laura Palmer, soit elle se fait bouffer par, effectivement, les forces du mal, elle passe de l'autre côté, soit si elle meurt, eh ben, elle accède au paradis, c'est ce qui se passe dans le film. Donc elle accepte de ne plus avoir peur de la peur, et quelle est la principale peur de l'homme? C'est la mort. Est-ce que nous nous sommes débarrassés de la peur de la mort? On peut se poser la question. Voilà. Premier niveau, la question de la peur de la mort. Et d'accepter la mort pour passer à autre chose. Ça, c'était Twin Peaks, le premier niveau. On peut imaginer que le personnage qu'est Laura Palmer, je pars du principe que les personnages, ils se réincarnent de film en film. Elle va devenir le petit garçon du film, qui s'appelle John. Et John, il va être confronté à un autre Bob, qui est un pasteur. Voilà. Et j'en dis pas plus, d'accord? Et ce petit enfant, il va se réincarner dans l'enfant de Shining, après, qui va vivre une autre expérience de la peur. Donc 3 films, 3 enfants, 3 expériences de la peur, et 3 leçons de vie, peut-être, sur la peur, qu'on dégagera à la fin. Ces leçons de vie nous étant données par les images clés, les symboles du film. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Ouais, bien. Vous me dites, parce que peut-être ça a l'air un peu bizarre, mais vous allez voir, on va faire une expérience bizarre. Je vais présenter quand même le film rapidement. C'est un livre de David Grubb. Dans le livre de David Grubb, on parle beaucoup de psychologie. Il y a beaucoup de voix off. Vous me direz si ce film est un film psychologique. Voilà, je vous laisse voir. Souvent, parce que je vais faire des liens entre les films. Par exemple, Shining est réussi parce que c'est une trahison totale du bouquin de Stephen King. Pour comprendre ce que veut dire Kubrick, il faut comprendre ce qu'il y a de différent dans son film. Pour comprendre ce que veut dire l'automne, il faut voir ce qu'il y a de différent entre le roman. Qui a lu le roman de David Grubb, qui est dans la série noire? Donc là, vous n'aurez pas les moyens de... vous me croirez sur parole, alors. Mais la question, voilà, première question. Je vous posais des questions, on discutera après. Est-ce que ce film est un film psychologique? Ou est-ce que c'est autre chose? Charles Laughton. Charles Laughton, c'est quelqu'un qui est un acteur anglais. Vous voyez, là, il joue déjà Quasimodo. Donc il a l'habitude... Il est de derrière l'éléphant, non? Alors, là, il y a ce qu'on appelle, il y a du CGI, il y a du maquillage, d'accord, hein. Après, il va jouer dans un film de Kubrick. Est-ce que vous savez dans quel film de Kubrick on va retrouver Charles Laughton? Je vous posais des petites questions pour tester vos cinéphilie. Allez. Un film Kubrick où Charles Laughton joue un méchant. Il a souvent joué des méchants et des monstres. Ouais. Et non, Spartacus, où il joue un Romain. Hein. Voilà. Et il joue Gracchus. Voilà. Il est là. Alors, donc, je vais tenir ça comme ça. Alors, on continue. Charles Laughton, en fait, il est acteur et il se met à lire la Bible. C'est-à-dire que le début du film, que vous allez voir,
c'est Charlton qui devait le jouer. Donc Charlton, il prend une femme qui s'appelle Lillian Gish. Alors Lillian Gish, est-ce que vous savez dans quel film elle a joué d'un grand réalisateur? Et Lawton était fan de ce type. Griffiths, très bien. Effectivement, vous la voyez, la jeune, alors elle est toute jeune, elle a joué dans Naissance d'une nation, Les Lustres brisés. Donc on est dans, si vous voulez, le film référence. C'est un film qui est un film somme, à partir du moment où l'acteur qui fait ce film est un grand cinéphile, et vous allez avoir des références forcément à Griffiths, vous allez avoir des références à l'expressionnisme allemand, hein, forcément, sur le traitement de la lumière et de l'ombre, Caligari, tout ça, où je passe, le Sphératu. Et vous allez avoir une très belle photographie de Stanley Cortez. Stanley Cortez a travaillé avec Orson Welles. Et Stanley Cortez dit dans ses mémoires, il y a seulement 2 réalisateurs qui savent qu'est-ce que c'est que la lumière au cinéma, c'est Orson Welles et Charles Lawton. Malheureusement, Charles Lawton ne fera qu'un seul film. Hein. Puisqu'en fait, alors pourquoi il fait un seul film, je peux vous le dire tout de suite, ce film est un four total. Comme l'a été Twin Peaks Fire Walk With Me. C'est-à-dire, c'est des films qui, à l'époque, où il sort en 1956, les Américains ne sont pas prêts à voir ce qui est montré. Hein, l'Amérique, vous savez, on est dans un mode, au niveau politique, c'est les WASP, les protestants, et là on nous montre une figure de pasteur qui n'est pas très catholique. Ça ne plaît pas des masses. Voilà. Alors, juste revenir là-dessus, voilà, j'ai quasiment dit l'essentiel. Hein. C'est-à-dire, on voit un film qui est un film culte. Alors pourquoi Lawton ne va pas continuer? Parce que un succès critique, il va mourir en 1962, Charles Lawton, et le film il va devenir culte dans les années 70. Alors les années 70, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'entrée dans l'ère du Verseau et dans le New Age. C'est-à-dire, c'est la période où toute une partie des choses dont j'ai parlé dans Twin Peaks, c'est-à-dire Twin Peaks est toute une relecture de la pensée de la société théosophique via Mark Frost, et toute une relecture aussi de ce que fait David Lynch. David Lynch fait de la méditation transcendantale. Donc David Lynch, mais c'est comme beaucoup d'artistes, c'est un peu des médiums. Je ne sais pas si certains ont essayé d'écrire des choses. Vous êtes inspiré des fois. Hein, moi j'essaie d'écrire un bouquin, des fois je suis inspiré, des fois je ne suis pas. Et en fait, les symboles que vous allez voir là, et qu'on va décrypter ensemble, il y a une grande question qui est renvoyée tout de suite, mais il n'a pas fait exprès de mettre tout ça. Eh bien sûr que non qu'il n'a pas fait exprès. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'inconscient collectif, hein, que Jung a beaucoup dégagé. Alors moi, mon approche, elle est pas uniquement jungienne, mais beaucoup sur la question des rêves. Vous allez voir tout de suite, on va rentrer dans un rêve. Donc le film, il peut y avoir une interprétation freudienne, on peut la donner, moi je vais vous laisser la parole, vous allez pouvoir dire tout ce que vous voulez. Et puis moi, je vous redonnerai mon angle d'attaque, et l'angle d'attaque, je reviens voilà, sur le travail que je vous demande maintenant, parce qu'on va lancer le film dans 2 minutes, c'est de dire, avant de dire j'aime ou j'aime pas, le débat il ne va pas être sur si vous aimez. La question c'est est-ce que vous avez compris ce qu'on vous montre? À savoir ce film, qu'est-ce que ça fait naître comme émotion et qu'est-ce que ça fait naître comme réflexion? Et c'est en connectant les motifs, la tête et le cœur, qu'on arrive vraiment à avoir une vision globale de l'expérience qui est l'expérience du cinéma. Voilà. Et je vous propose qu'on en discute après. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Ben never told you he thrown it in the river, did he? I can hear you whispering, children, so I know you're down there. I can feel myself getting awful mad. Here is all the passion and suspense, the heart-pounding warmth of the best-selling novel that gripped millions. Burl, wake up! Come on, Burl! Superb, unforgettable performances by an extraordinary array of talent. Figured I was gone, huh? Run, hide in the staircase. Run quick! Ruby, get! What do you want? I want them kids. I'm giving you to the count of 3 to get out of here, then I'm coming across the kitchen shooting you. The combined powers of Paul Gregory and Charles Lawton brought The King Mutiny Court-Martial to Broadway. Now the screen receives that same creative, electrifying impact. The Night of the Hunter.
Peut-être on va commencer à lancer la discussion pour ceux qui restent. Un des premiers éléments que je voulais voir avec vous, c'est le personnage joué par Robert Mitchum. Finalement, c'est quand même presque le personnage principal. Qu'est-ce que ce personnage, finalement, nous raconte et qu'est-ce qu'il peut symboliser dans le film? Donc je vais vous laisser parler. Je vais juste vous demander de lever le doigt et puis de parler fort. Voilà, on y va. Qui veut s'exprimer? Alors j'ai quelques images à vous montrer. Bon, vous avez gardé des images, notamment celle-là qui est quand même l'apparition du personnage. Voilà, alors Harry Powell, quelle est sa fonction dans le film? À quoi il sert? Qu'est-ce que c'est lui? Qui veut se lancer? Tu parlais de mentor. Alors, est-ce que lui est un mentor? Ouais, il pourrait. Alors, allez-y. Qui fait passer quoi? Le passeur. Ouais. Alors, qu'est-ce que on peut regarder? Alors là, il apparaît un peu comme une ombre. C'est vrai que le personnage, effectivement, quand est-ce qu'on le voit la première fois? Essayez de vous rappeler. Dans la voiture. Dans la voiture. Et dans la voiture, qu'est-ce qu'il dit? Il parle à qui? Il se parle à lui. Il parle à Dieu. Hein. Donc effectivement, on pourrait dire ce type, normalement, dans la société américaine, on est dans les années 30, hein, c'est la crise économique. Et effectivement, il y a cette référence à Dieu. Donc ce type, normalement, c'est le mentor, c'est le passeur, c'est celui qui, dans la société classique, sauf que là, est-ce que c'est vraiment ça? En apparence, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, ça serait plus, alors je vais faire un lien avec les archétypes jungiens. Jung dit qu'il y a différentes fonctions. Il y a le masque, il y a l'âme, il y a l'ombre et il y a le soi. Hein, c'est des images qui se projettent. Alors, ce personnage, on peut hésiter en disant, effectivement, il a une persona, il a une image, il a un masque, mais derrière le masque, qu'est-ce qu'il y a finalement? Le mal. Alors, ça tout de suite, c'est le truc métaphysique. Il y a une autre figure quand même qui apparaît avant ce mal, c'est le mal, il peut avoir plusieurs noms. C'est une figure classique qui va être énormément développée. Dans Twin Peaks, d'ailleurs, c'est ça. Twin Peaks, le personnage, Bob, c'est le mal, mais il fait quoi, Bob, dans Twin Peaks? Et Harry Powell, il fait quoi, finalement? Oui, mais rappelez-vous quand même, il tue. Donc c'est un serial killer. Donc si vous voulez la question du mal, on reparlera du bien et du mal. Je vais vous amener sur ça à la fin. Hein. Et on part vraiment du basique. On a un homme qui tue. Alors pourquoi il tue? Parce qu'il parle avide d'argent. Il est avide d'argent. De femmes. Et de femmes? Ouais. Il n'a pas un problème avec les femmes, ce monsieur? Ah ouais, si, mais... Alors, allez-y. Trop de problème. Oui, Il supporte pas le débordement de la sensualité. c'est ça. Donc là, on peut avoir une lecture presque un petit peu freudienne du truc. Hein, Freud, on a tous étudié ça à l'école. Je ne peux pas la pénétrer, mais je la pense avec mon couteau. Qui est une lecture possible de certains actes, de certains serial killers. Ok, on voit bien. Hein, la peur du sexe, c'est ça. Peut-être que lui, excusez-moi, il ne mente pas. Hein, ça peut arriver. Donc là, du coup, il y a peut-être cette idée-là. Alors, au-delà de ça, on est sur quelqu'un, effectivement, qui a une double... alors, je vous remonte quelques images. C'est intéressant, cette image aussi, regardez. Avec la symbolique du feu. Hein, parce que Twin Peaks, c'est le feu marche avec moi. Et là, il y a le feu qui apparaît, madame. Excusez-moi, juste par rapport à une des premières images qu'on voit à l'ennemi. Oui. Moi, je me suis demandé s'il délirait pas. Ouais. On pourrait faire une lecture en disant que ce type est un psychotique C'est ça. qui entend des voix. Ça. Totalement. C'est-à-dire Alors, que... je sais pas si ça Mais tient. oui, non, mais ce film est tellement bien qu'il peut y avoir plusieurs lectures. C'est-à-dire que moi, je vais vous donner à la fin ma lecture, mais là, ce qui est intéressant, et l'intérêt d'échanger entre nous, c'est qu'on va voir ce qu'on appelle la polysémie. On est, effectivement, d'un point de vue psychiatrique, DSM-5, peut-être sur un psychotique qui entend des voix. Et effectivement, vous avez Bertrand Tavernier qui a fait un très beau film, qui s'appelle Le juge et l'assassin, où c'est Galabru qui tue des bergères parce que Dieu... Alors, est-ce que c'est une balle qu'il a eue dans la tête? Alors, dans ce film, justement, regardez, est-ce que vous avez vu Le juge et l'assassin? Oui. C'est intéressant parce que... Alors, je vous pose, est-ce que ce film est un film psychologique? Le film qu'on vient de voir, est-ce que c'est un film psychologique? Non. Le juge et l'assassin l'est, puisqu'effectivement, Philippe Noiret va essayer de montrer que ce type, il a une lésion, parce qu'il a eu une balle. Nous, on va voir qu'il a été traumatisé. Donc, Bertrand Tavernier et Jean Orange, qui ont fait le scénario, vont nous montrer tout le background de ce type, qui était un ancien soldat traumatisé à la guerre. Alors que là, le background de Harry Powell, on l'a pas.
Donc on est sur une piste, ce film n'est pas un film psychologique, même s'il peut se prêter à une lecture psychanalytique, vous voyez? Donc c'est autre chose, il faut aller plus loin. Mais ça ne dévalorise pas la lecture psychanalytique. Moi, dans mon approche, j'ai peut-être pas bien dit, l'approche que je vais réfuter totalement, il y a deux approches que je réfute, c'est l'approche qui dirait, bon, ce film finalement c'est juste une histoire assez bêtasse, voilà, classique, qui ne veut pas dire une poursuite avec c'est un polar, quoi. Je pense que c'est plus qu'un polar, c'est plus qu'un film d'horreur. Et puis il y a une autre approche aujourd'hui que certains fondamentalismes un peu bizarres vont dire, ils vont voir du satanisme partout dans le cinéma. Il y en a qui vont dire David Lynch avec ses films, c'est du satanisme, il veut nous manipuler. Moi je suis totalement, ou alors vous savez, des gens qui voient les Illuminati partout, voilà, les théories du complot. Et ça c'est valable avec les films de Kubrick dont je parlerai la prochaine fois. Shining, on a déliré sur Shining. Mais alors, on va essayer de trouver la voie du milieu. La voie du milieu, c'est de se dire que ça nous raconte des histoires. Et là, on est en train de l'apprendre, la voie du milieu, on continue. Voilà, regardez donc une des fonctions de ce type-là, avec cette femme-là. Qu'est-ce qui se passe pendant cette scène-là? Vous voyez, du coup, l'expérience est un peu bizarre. Ils sont en train de prêcher. Et là, qu'est-ce qu'elle dit, cette femme? Qu'est-ce qu'elle réussit à faire, quand même? C'est-à-dire que c'est elle qui a incité son mari à tuer des gens. C'est ça, la culpabilité. C'est par rapport au maquillage et tout ça, c'est tout ça, tout à fait. Hein. C'est-à-dire que là, il est en train de faire une espèce de rituel d'inversion où cette femme se sent coupable. Alors que finalement, non. Donc là, il joue le rôle. Alors effectivement, on peut voir derrière ça la lecture une charge contre la religion. Hein, contre la religion et l'hypocrisie de la religion aussi. Je pense que ça y est, hein, parce qu'effectivement, on sait que l'automne était très... Alors, qu'est-ce qu'était l'automne? C'est difficile à savoir, hein, on ne saura jamais, il est mort de toute façon, et il n'a pas laissé vraiment d'interview. Mais en tout cas, on peut dire que la religion telle qu'elle est pratiquée, on va dire chez les protestants un peu charismatiques, là, il dénonce une forme d'hypocrisie. Voilà. Regardez quand même la composition de certains plans. Bon, Alain Garrett vous fera mieux que moi avec des images au mois de juin, mais regardez cette scène-là. Regardez comment c'est composé. Quelle figure géométrique vous voyez? Vous voyez le triangle. Donc ce type, en fait, il joue quelque chose d'un rituel. Et qu'est-ce qui va se passer après cette image? Il va la tuer. Donc en fait, il rejoue ce que beaucoup de religions ont joué, c'est-à-dire le sacrifice. On va sacrifier quelqu'un. Hein, donc toutes les religions animistes sont basées, on sacrifie une vierge à quelque chose. Alors à quoi? Au Dieu. Alors c'est qui ces dieux? On va en parler après. Donc on est dans effectivement quelque chose de para-religieux ou de psycho-religieux. À la fin, regardez, il est sur un cheval blanc. Qu'est-ce que ça vous évoque, le cheval blanc? Dans Twin Peaks. Parce qu'en fait, plus je revois ce film, plus je me dis que David Lynch, là j'ai revu des trucs que je n'avais pas vus. En fait, moi j'ai des intuitions, si vous voulez, de mettre des films ensemble. Et je l'ai fait depuis plusieurs fois. Et en fait, je me rends compte que les intuitions sont bonnes et que ça matche énormément. Dans Twin Peaks, Firewalk With Me, Sarah Palmer a une vision. Elle voit un cheval blanc. Alors, c'est quoi le symbole du cheval? Allons-y. C'est cauchemar. Alors, le cauchemar, ouais. Alors, s'il est blanc, on peut dire, et ouais. Mais dans Twin Peaks, c'est exactement ça. Sarah Palmer, elle hallucine au moment où elle a une crise d'angoisse, elle voit, ça matérialise son cauchemar dans Twin Peaks, tout à fait. Et le cheval, alors, dans la Bible, le cavalier dans la Bible, c'est quoi? Hein, le cavalier de l'Apocalypse. C'est quoi l'Apocalypse? Il y a deux sens au mot Apocalypse. La révélation. La révélation. La cata, voilà. Ou la cata, ça, tout va péter. Ou les deux ensemble. Ou les deux ensemble. Alors, effectivement, notre personnage, il est en voiture, et puis après, il est en cheval. Et là, le cheval, il est, comme par hasard, le cheval est blanc, il est noir. Donc, on est bien sur le noir et blanc. On est sur l'idée que ce personnage va amener à une révélation. Bon, quelle est la révélation du film? On va le voir à la fin, d'accord? Mais il y a bien l'idée que ce film nous révèle quelque chose sur notre rapport à la peur. Et ce type en est l'agent. Donc votre analyse est bonne, c'est bien un messager. Mais ce n'est pas la figure du mentor exactement. Mais on n'est pas loin. Hein, parce que ce film va mettre à mal, et ce film est très intéressant, parce qu'il met à mal les figures de mentors, hein, qui sont en général des êtres religieux pieux. Alors, en fait, pour vous donner un éclairage possible, et après on va passer à notre personnage, si je suis un petit peu les travaux de Jung, ce personnage symbolise ce qu'on appelle l'ombre. Alors l'ombre, au cinéma, on la voit dans beaucoup de films. Je vous avais préparé quelques diapos, mais c'est très... Alors, l'ombre, c'est... Alors, Jung va faire un mandala. Un mandala, c'est quelque chose qui a 4 pôles. Vous avez le masculin et le féminin.
l'animus et l'anima, qui sont représentés dans le film. Alors on verra la place du féminin, qui n'est pas évident. Et vous avez ce qu'on appelle Dieu et diable. Donc notre pasteur, et on va le voir, on va interroger la question des mains à la fin. Hein. Effectivement, il y a cette idée de la double nature du personnage. Et dans les films, vous avez effectivement, une des premières figures, c'est dans le Magicien d'Oz. Hein, le Magicien d'Oz est un personnage totalement ambivalent. Alors, est-ce que vous avez d'autres figures comme ça, de personnages ambivalents qui jouent un rôle dans des films que vous connaissez? Allez-y. Ouais. C'est pas tellement ça, mais juste pour le cheval, est-ce que c'est différent de ça à Don Quichotte aussi? Oui, alors sauf que Don Quichotte, il a une mission. Don Quichotte, c'est le chevalier qui a perdu il a perdu le Graal et le chevalier du Graal. Mais Don Quichotte, il se bat contre les moulins. Don Quichotte, il fait pas de mal. Il fait du mal qu'à lui-même. Donc ça peut être une contre-image de Don Quichotte, mais c'est pas ça. Lui, c'est vraiment le cheval comme l'épulsion. Bon, autre image du guerrier et du chevalier, Sauron. Hein, Sauron, le roi mage déchu, qui voilà. Autre image aussi, l'architecte dans Matrix. Il est bon, il est mauvais, l'architecte. Pareil, hein, c'est une aide, c'est un passage, c'est un... Autre image, dans Star Wars, la métamorphose de Palpatine, c'est intéressant. Donc là, on est sur des figures, hein, qui sont des figures de l'ombre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que... c'est la figure du père. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du père de l'enfant? Il apparaît au début. Lui, il symbolise quoi, finalement? C'est celui qui va permettre aussi de créer l'histoire, quoi. Enfin, Alors, le papa, il déclenche l'histoire, oui, c'est le déclencheur, mais il disparaît très vite. Hein, le gamin est traumatisé, mais le père, il cherche quoi? Il cherche à résoudre les problèmes comment? Ah oui, c'est... du bol, j'ai riche pour le notable. Voilà, c'est Robin des Bois, c'est la figure de Robin des Bois. Hein. C'est-à-dire, il y a un problème. Alors, le problème, c'est la crise de 29. Enfin, c'est la question, il n'y a plus d'argent. Donc, on va voler de l'argent. Et donc, effectivement, vous voyez cette scène, hein, cet argent, cachons-le. Et donc, il charge son fils d'une mission. Et on va voir comment ça se résout à la fin. C'est que cet argent, quelque part, c'est un véritable poison. Hein. Donc, le père, il symbolise un petit peu, j'ai envie de dire, eh bien, la société de consommation classique, où on pense qu'on va régler le problème, donnez-nous du pognon. Oui, mais c'est quoi l'argent? L'argent, je vous rappelle que ça n'a pas toujours existé, c'est un moyen, c'est un truc qui permet les échanges, logiquement. Et l'argent est devenu un dieu. Donc il participe du système, et le système de la crise de 29, c'est ça, on a déifié l'argent, et ce truc se reproduit en ce moment, hein, sur comment l'argent gouverne le monde, et comment l'argent nous rend malade. Et le petit garçon, il a mal au ventre, quand il voit son père qui est tabassé. Vous voyez? Donc il y a cette idée de la transmission. C'est pas à cause de l'argent qu'il a mal au ventre. Non, mais... Comment dire? Il voit son père souffrir, et son père, qu'est-ce qu'il transmet, le père? Il transmet juste l'argent. Oui, c'est le fardeau, en fait. C'est le fardeau. Et il pense que l'argent, c'est-à-dire que c'est répondre... Est-ce que la réponse à nos problèmes matériels sont uniquement matériels? Je vous pose la question. Hein. On a des problèmes d'argent dans la vie, on a plein de problèmes. Comment on règle ça? Est-ce que c'est uniquement par l'argent qu'on règle des problèmes d'argent? Non, mais le père, il donne de l'argent, mais le fils ne reçoit pas de l'argent. Le fils reçoit un fardeau. Oui, il reçoit un fardeau parce qu'il doit le cacher, cet argent. Oui, mais pour lui, c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent. Oui, c'est l'héritage. C'est l'héritage, mais quelque part, cet argent va générer tout le film. Il va générer qu'à la fin, on va aller à la fin. Qu'est-ce qui se passe à la fin? L'argent, il le rend. Voilà. Il se débarrasse du fardeau des parents. Voilà. Du donc, père. Donc on peut dire que, voilà, on va aller plus loin, c'est intéressant votre analyse. Ça veut dire qu'effectivement, nous héritons nous-mêmes de tout un truc de poids, de transgénérationnel qu'il faut digérer et des fois il faut s'en débarrasser pour arriver à la liberté. Donc là on est presque à la conclusion. Vous voyez, c'est lié. C'est-à-dire que ce papa, c'est le poids du transgénérationnel. Bon, Jung en a parlé, Jodorowsky aussi dans la psychanalyse. C'est le poids, il y en a qui diraient le karma familial, personnel, hein, tout ça. Et ça passe par l'argent malheureusement, voilà, qui est caché dans une poupée. Voilà. Et donc voilà, à la fin, je sais que j'avais mis cette image à la fin, où l'enfant crie, reprend, et les textes c'est ça, reprend, et c'est intéressant, c'est qu'à la fin, Powell, il l'appelle papa, il fait un transfert. Hein, c'est-à-dire que cette figure de l'ombre, le père était déjà potentiellement la figure de l'ombre, parce qu'en fait, il ne sait pas comment, pour élever ses gamins, il ne sait pas comment faire, alors il est, voilà, c'est pas facile d'être parent. Il y a quand même le point de vue économique, enfin je sais pas si l'automne a voulu parler de ça, enfin il y a quand même... Oui, ça peut. Allez-y, développer. Non, juste par rapport à la crise de 29, on sent quand même que
il veut mettre à l'abri au-delà de ce que vous dites. Et je... Mais c'est d'autant plus dingue qu'à la crise de 29, l'argent a été dévalué. Donc ça veut dire quoi? Il y a une crise économique, on met de l'argent de côté, mais cet argent, finalement, dans quelques mois, il ne vaudra peut-être plus rien. Et pour cet argent, il y a plein de gens qui meurent. Donc là, on est un peu chez le MacGuffin de Hitchcock, le truc qui n'a pas de sens, mais c'est l'histoire de l'humanité. Le nombre de gens qui se sont tués au nom de Dieu et au nom du fric. Donc ce film, c'est une somme par rapport à ça. Vous voyez? Alors, il y avait une question, monsieur. Vas-y. Oui, c'est moi. Oui, Ah vas-y. Est-ce que vous avez développé la piste de l'identification au père? Parce que c'est quelque chose de très important. Eh bien, allez-y, on vous écoute. Est-ce qu'on ne peut pas voir justement dans ce deuxième père, et c'est pour ça qu'à la fin il finit par l'appeler papa, parce que c'était très important justement chez Jung, le fait que on se détache de la mère pour s'identifier à quelqu'un, et ce premier père représente vraiment la personne à laquelle on ne peut pas s'identifier, qui est la personne que la société va évidemment dénigrer. Et donc, oui, est-ce que ce deuxième père, finalement, on ne peut pas le voir comme celui auquel il faut s'identifier pour pouvoir justement après se détacher de la mère après avoir croqué dans la pomme, justement. C'est plutôt freudien, ça, ce que vous dites. C'est parce que Jung, il va dire qu'il y a deux pères. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une figure, enfin, il va introduire une notion, c'est la notion de mauvais père. C'est-à-dire, effectivement, bon, l'enfant, il y a une identification à son papa, et il y a le père de substitution, mais en aucun cas, il ne prend Powell pour son père avant la fin. Hein, c'est-à-dire qu'il a bien identifié, et il y a quelque chose qui va se passer qui est assez juste, parce que dans le roman, je vous le dis maintenant, parce que c'est la différence entre le roman et le film. Dans le roman, l'enfant, John, avait peur, était terrifié. Est-ce que dans le film, vous avez l'impression qu'il a peur, l'enfant? Il le défie même. Hein. Et Robert Mitchum, d'ailleurs, dans le secret de tournage, va demander au petit garçon, qui est acteur, mais dis-moi, mon personnage, il te fait peur ou pas? Et l'enfant lui dit, mais non, mais pas du tout. Et Robert Mitchum va aller voir l'automne en disant, mais il n'a rien compris, le gamin. Parce que Robert Mitchum avait lu le livre, et dans le livre, c'est marqué qu'il a peur. Il dit, mais il doit jouer la peur. Et l'automne a laissé, non. Donc ça veut dire que l'enfant, et on va arriver aux enfants, c'est-à-dire que cet enfant symbolise quelque chose, qui n'est pas uniquement un enfant. Donc on va sortir un petit peu de tous ces mécanismes psychologiques. Ils sont là aussi, hein, c'est un premier niveau de lecture. Alors, on y va sur les enfants, ça fait la transition. Qu'est-ce que, je vais vous laisser parler librement, les enfants dans le film, avant de parler des deux enfants, ou de John, mais les enfants, chez l'automne, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'enfance et sur la situation et la condition des enfants? Qui sont cruels? Alors, oui, il nous montre, c'est intéressant ce que vous dites. Sur la chanson. Il y a les deux. Ils sont à la fois, vous voyez déjà, on retrouve la dualité. Hein. Ils sont à la fois très cruels, ils se moquent, et à la fois, ils sont presque angéliques par moments. Et en même temps, mais quelle est la condition socio-économique des enfants? On est à la crise de 29, il se passe quoi? Précaire. Hein? Précarité. Précarité. C'est exactement ce que dit Lynch dans la saison 3 de Twin Peaks. Si vous avez vu la saison 3, c'est la première fois où David Lynch introduit des enfants dans son cinéma, et des enfants qui sont... C'est-à-dire que la crise de 29, elle est en train de se rejouer un petit peu maintenant quand même. Hein. Et Lynch, il montre ça, tous ces enfants qui sont abandonnés, qui sont fous, c'est très étonnant. Voilà. Donc c'est vrai que tout le travail que Lynch fait dans Twin Peaks est un écho vraiment à ce film-là. Je vais vous donner deux autres clés que j'ai vues, que je n'avais pas forcément vues. Vous savez, le démiurge, le petit nain, il s'appelle le bras, dans Twin Peaks. Powell, il dit qu'il est le bras. Celui qui est censé sauver Laura Palmer, il s'appelle Cooper. Et la vieille dame, elle s'appelle Cooper. D'accord? C'est des petites coïncidences. Ok? Voilà, je referme, parce qu'il ne faut pas trop voir de coïncidences partout, mais c'est intéressant parce que ça raconte une histoire similaire. Alors, si on prend maintenant, au dehors de la situation des enfants, c'est John. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce petit garçon, justement? Bah, c'est vrai qu'on remarque qu'il n'a jamais peur. Quasiment pas. Ouais. Ah non, presque pas. Alors, ouais, est-ce que vous avez identifié un moment où il aura un peu peur ou pas? Il a peur que sa sœur le trahisse, enfin trahisse le secret. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a cette idée d'une mission, et voilà, il y a quand même ça. Hein. Il n'est pas totalement rassuré, il y a quand même des... Mais on sent qu'il y a quelque chose, et... Il gagne en maturité aussi plus rapidement qu'il voilà. va lui faire. C'est ça. Donc là, on est vraiment, justement, par rapport à ce petit garçon, c'est notre héros, finalement, on est sur son parcours initiatique. Mais c'est vrai qu'il a quelque chose d'emblée d'assez fort. Hein. Ce
qui est intéressant. Alors, je vais vous donner un élément chez Jung ou autre, mais bon, c'est plutôt chez Jung, mais c'est ce qu'on va appeler le puer aeternus. Alors, le puer aeternus, c'est Jung, vous avez le Petit Prince, par exemple. C'est pour ça que ça marque le Petit Prince, parce que c'est pas qu'un enfant. C'est ce qu'on appelle l'enfant intérieur. C'est-à-dire, nous avons, il paraît, en nous, un enfant intérieur qu'il faut réveiller, parce que sinon on devient des vieux cons. Enfin, c'est ce que disent certains psychanalystes ou des trucs comme ça. C'est-à-dire, il y a une part de nous qui, même si on est vieux et désabusé, il y a une part de nous qui serait innocente. Voilà, c'est une hypothèse. On va cheminer avec ça. Hein. Alors, la petite fille, elle se distingue comment de John? Elle n'est pas consciente. Elle, c'est une enfant normale, entre guillemets. C'est une enfant quasi normale. Hein. C'est une enfant quasi normale. Par contre, elle s'appelle... son nom, c'est Perle. C'est la perle. La perle, sur le plan symbolique, c'est ce qui est précieux. Hein, c'est la part... Vous voyez, l'idée qu'il y a une dualité aussi. À un moment donné, il y a toujours cette dualité, hein, du masculin et du féminin. La part qui est précieuse en nous. Bon, cette part qui est précieuse, bizarrement, c'est la poupée. Et dans la poupée, il y a l'argent. Mais avec le mot perle et l'idée de cet enfant qui, à un moment donné, a peur, mais en même temps, on sent qu'il veut nous montrer qu'il y a quelque chose de plus fort que ça. Et qu'il y a une richesse qui est intérieure qui est plus forte que ça. Voilà. Et ça va se développer après. Hein. Donc c'est vrai que ce que je voulais peut-être se dire, c'est que ces enfants, ils évoluent dans un contexte qui est le contexte des éléments de la nature. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la nature dans ce film? Tous ces plans d'animaux. Ah, tous ces plans d'animaux, exactement. Alors, on peut peut-être se rappeler certains plans d'animaux, mais peut-être avant les plans d'animaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le film, à partir de quand on rentre vraiment dans la nature? Les plans avec les étoiles, c'est déjà... Voilà, vous avez le plan avec les étoiles, mais c'est lié, alors je les ai pris les plans. Hein. Voilà. Vous avez le plan avec les étoiles, mais qui part avec l'idée qu'il s'enfuit dans une barque sur une rivière. Ah bah oui, donc là on rentre dans un univers qui est... Ah voilà, vous l'avez dit, hein, la question du conte de fées. Alors, on va essayer de voir, est-ce que ce film est un conte de fées, finalement? C'est un des éléments. Alors, dans le conte de fées, il y a des animaux, effectivement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, qu'est-ce que ça peut représenter, l'idée de descendre la rivière, sur le plan symbolique? C'est quoi? Est-ce que vous avez une idée? C'est aller au bout d'une idée ou d'un sentiment. Ouais. Et la symbolique de l'eau, hein, l'idée de... Hein, c'est le monde du rêve. Hein. L'eau, c'est le monde du rêve, c'est le monde d'ailleurs, la mer va être, on la voit dans l'eau, elle est morte, l'eau ça peut être mortifère aussi, c'est les songes, et l'eau est associée à un double, pareil, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a les symboles, ils sont souvent par deux. L'eau, c'est là où la mer pourrit, mais l'eau, c'est là où, bizarrement, on peut renaître. Hein, les rituels de purification par l'eau. Il va y en avoir un autre, parce que les enfants, on va les laver à un moment donné. Et puis c'est ce qui leur permet d'échapper. Et ce qui leur permet d'échapper. Donc l'eau égale la Renaissance. Je vous ai mis une image d'une photographe qui s'inspire du travail de... Enfin ça, elle le dit dans une interview. Alors, je vous donne la référence, c'est Sally Mann. Vous voyez, un exemple de photo qu'elle a pris d'enfant. C'est parti. Donc, je m'en remets. Voilà. 2 enfants sur une rivière, voilà, aux États-Unis de nos jours. Donc tout le travail de Sally Mann travaille sur cette notion de communion avec les éléments. Alors, regardez cette image fabuleuse de la toile d'araignée. Bon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Bon, vous vous rappelez, quand il passe, il y a la barque et... Oui, c'est le premier animal. Voilà, l'araignée. Alors l'araignée, métaphore de... La mer. Hein? Alors, la mer, ou alors, est-ce que c'est... L'araignée, par exemple, aujourd'hui, l'araignée, c'est le web. Hein. Internet, c'est le web. C'est le système qui nous enferme. Qu'est-ce qui nous enferme? Et là, ce film, ces enfants, ils passent à travers. C'est-à-dire ça, ils sortent de l'araignée. Alors, ce qui nous enferme, on le voit bien, il y a plusieurs niveaux. On l'a dit, il y a le système capitaliste ou capitalistique qui fait que l'argent est devenu un dieu. Il y a le système que, pour être en miroir de ce système où l'argent est un dieu, on prêche un dieu, mais ce dieu est prêché par des gens qui ne sont pas très catholiques, finalement. Vous voyez, donc cette idée que notre monde est un monde de mensonges, quelque part. Enfin, le monde dans lequel... Et est-ce qu'ils peuvent en réchapper, hein? Donc par contre, effectivement, ils sont dans une nature. Alors dans la nature, ils croisent un crapaud. Le crapaud, dans les contes de fées, il se transforme en prince. Donc l'enfant, c'est comme... On parle de maturation. En quoi cet enfant va se transformer? Ils vont croiser un hibou, une chouette.
Alors, on la recroise à la fin, cette chouette. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle chasse. C'est exactement la même fonction des hiboux. Vous vous rappelez, en introduction, j'ai parlé du symbole de la chouette qui symbolise soit la sagesse, c'est les Grecs, soit des pulsions de prédation. Donc là, est-ce que pour l'automne, la nature est bonne ou mauvaise? Hein? Elle est comment la nature pour faire l'automne? Il donne pas. Duel. Duel. Alors, duel, ouais. C'est-à-dire que là, ce qui est intéressant, c'est exactement comme chez Terrence Malick, c'est que la notion de dualité, on la retrouve dans la nature. On la retrouve dans la nature, et regardez, c'est très beau, il y a 2 lapins. Alors, c'est quoi la symbolique du lapin? Alors, quand je vous parle symbolique, c'est pas forcément, pas forcément faire des études très très importantes en psychanalyse. Je vous incite à acheter un dictionnaire de la symbolique, et vous trouverez, effectivement, chaque animal renvoie à quelque chose, renvoie à des forces. Donc le lapin, bah, il fait des trous dans la terre, donc il renvoie à des forces chtonéennes. Vous savez, on dit, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, on dit baiser comme un lapin. Ben, le lapin, il pense qu'à se reproduire. Donc on est sur des forces, on va dire naturelles, mais des forces duelles. Et donc la nature, elle est à la fois, donc voilà, c'est quelque chose qui, ça nous plombe un peu, bon, bah, c'est la matérialité du monde. Et la nature, bah, ces enfants, ils sont sur la rivière, et ils sont à la fois, la nature, elle est à la fois bienveillante et menaçante. Comme notre pasteur, il est à la fois agneau et loup, vous voyez? Donc c'est un film qui est dans l'ambiguïté, même sans être dans la psychologie, c'est un film qui est dans une perpétuelle ambiguïté. Sur est-ce qu'ils ne vont pas être bouffés? Voilà. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler peut-être de... alors, oui, quelques références sur la nature, parce que bon, c'est les films de Jean Epstein. Jean Epstein, lui, alors c'est sur l'élément eau, sur l'eau qui purifie. On a ça dans le cinéma de Epstein, on a ça dans le cinéma de Jean Grémillon. C'est des cinéastes qui ont beaucoup travaillé sur la poétique des éléments. Je cite ça parce que... Et si on reprend en peinture l'idée que l'homme et la nature, à un moment donné, fusionnent, on a Léonard de Vinci, bien sûr, et on a Magritte avec ses tableaux qui montrent qu'il y a... c'est ce qui se passe avec les enfants, c'est qu'à un moment donné, ils sont happés par cette nature, et finalement, ils en sortent pour arriver dans un havre de paix. Et le havre de paix, alors, c'est cette dame. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette dame-là, Madame Cooper? Je vous laisse. Qu'est-ce qu'elle peut représenter, elle? C'est le symétrique du pasteur, un peu. Alors, est-ce que c'est le symétrique? Alors, ça veut dire que si c'était le symétrique... Alors, allons-y, développez. C'est-à-dire qu'il est masculin, elle est féminine, ouais. Il est mauvais, elle est bonne, etc. Ouais. Bah, depuis le début, on ne se dit pas dès qu'on la voit qu'elle est forcément très sympathique. Enfin, je sais pas. Oui, parce que la première scène où elle apparaît, qu'est-ce qu'elle fait par rapport au gamin? Elle est fouettée, après, c'est l'impression qu'elle est... Et puis à un moment donné, c'est très juste, à un moment donné, elle sort la Bible et le petit il s'enfuit. Donc, effectivement, ce personnage est ambivalent aussi. Il est ambivalent parce que... Alors, qu'est-ce qu'on sait sur cette dame? Est-ce qu'on a des éléments psychologiques la concernant? Elle a perdu son fils. Il y a quand même un élément psychologique qu'on n'a pas pour Powell. C'est-à-dire Powell, on peut imaginer qu'un serial killer, quand même, il devient serial killer parce qu'il a vécu des trucs bizarres quand même. C'est pas... est-ce qu'on est méchant? Ça pose la question. Est-ce qu'on est bon ou méchant d'emblée? Voilà. Elle, on sait qu'il y a un traumatisme et qu'elle est dans la réparation de quelque chose. Là, je suis dans la lecture psychanalytique un peu classique. Bon. Cette dame, elle a quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'elle a d'autre, finalement? C'est la seule qui est lucide sur le pasteur. Elle est lucide sur le pasteur. Elle n'est pas dans le reste de la communauté. Elle n'est pas dans le reste de la communauté, parce que dans la communauté, on a des gens très très bien, qui, au début, bon, c'est très étonnant de voir un petit peu comment ils sont prêts avec le pasteur, puis après ils sont prêts à le... Donc c'est une dame, elle est à part. C'est que les charges du pasteur n'opèrent pas sur elle, en fait. Voilà, alors c'est pour ça qu'elle n'est pas totalement symétrique. Moi je dirais le symétrique du pasteur, ça serait la bonne vieille dame avec son mari, c'est-à-dire il y aurait une bonté naturelle, une méchanceté naturelle. Et cette dame-là, ce personnage joué par Cooper, c'est presque si elle arriverait à un autre niveau. C'est-à-dire à un autre niveau. Alors, regardez ce qu'elle dit à un moment donné. Elle vous donne une des clés dans un texte. Alors ça il faut bien réécouter. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle de l'endurance des enfants. Ouais. Oui, l'endurance. Et elle dit quoi? Elle se qualifie comment? Elle dit qu'elle est humble. Qu'elle a un rôle à jouer. C'est qu'elle joue un rôle. Tout à fait. Alors du coup, moi j'ai refait... ce que j'avais fait, c'était des captures d'écran avec les dialogues, parce que souvent il y a des choses... Donc là, c'est un dialogue, vous me croirez sur parole, mais je vous montre. Je suis un arbre solide, je peux...
abriter beaucoup d'oiseaux. C'est intéressant parce qu'il y a deux métaphores, deux symboles, la métaphore de l'arbre et la métaphore de l'oiseau. Alors l'arbre, vous savez, dans la Bible, il y en a deux. Et à un moment donné, qu'est-ce que le petit lui fait comme cadeau à la fin? Une pomme. Ah oui, et qui Mais il lui en donne une seule. Avant, il y avait deux pommes avant. Mais ça me fait penser, cette Alors. pomme, là, j'ai un truc que j'avais oublié. Dans un remarque. Au tout début, il y a une question avec des fruits. Là. Oui, et bien sûr. On dit qu'on reconnaît les personnes, enfin le Ouais. lion, le mâle aux Voilà. fruits. Alors, on va y aller. En fait, cette personne, elle tire sa force de quoi? D'un texte. Alors, moi, je ne vais pas faire l'apologie du christianisme ou du catholicisme, parce que je suis assez neutre avec tout ça, mais on peut imaginer que depuis que l'homme existe, il y a eu des textes sacrés. Hein. Un texte alchimique sacré, c'est la table d'émeraude, et j'ai montré que pour Twin Peaks, il y avait un rapport avec l'alchimie, la table d'émeraude, évident, à travers les propos de la Dame à la bûche. Bon. Alchimie, Égypte. On parle de l'Égypte d'ailleurs, parce que l'Égypte, c'est la terre où Jésus va se réfugier. Là, on est plutôt dans la culture chrétienne. Et bien, le texte en question, c'est quoi? Je vous l'ai mis, j'ai fait des recherches, c'est ce qui est dit au début. C'est effectivement le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est un extrait de l'évangile de Matthieu, où il y a la prière de notre Père et les béatitudes. Et il y a cette idée qu'on va reconnaître l'arbre à ses fruits. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire, reconnaître l'arbre à ses fruits dans la vie de tous les jours? On reconnaît ce que quelqu'un est bien ou mal aux actions qu'il fait. Exactement. Ben, moi, je peux vous dire, je suis un mec super bien, je peux vous dire plein de choses, mais vous allez, si vous vivez avec moi et vous voyez comment j'agis, vous allez voir, souvent, c'est pas cohérent. Hein. Aujourd'hui, on dénonce la question de la cohérence et de la cohérence. C'est pas forcément très spirituel, ça. Hein. Mais, du coup, alors, si elle le dit, c'est qu'elle représente, voilà, je vous l'ai mis là, l'archétype du sage. Le sage, c'est celui qui initie, c'est celui qui protège. Alors, vous avez une fausse piste dans le film. Vous avez un personnage, on pense que ça va être le mentor ou le sage, et c'est pas. C'est qui? Oncle Birdie. C'est quoi le problème de l'oncle Birdie? Il symbolise quelque chose qui est symbolisé par une image. La perte. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de quoi? Ah ouais. Donc en fait, pour vous résumer le lien avec le premier film de Twin Peaks. Twin Peaks, une des leçons du film, c'est que pour avancer et se libérer de la peur, il faut se libérer du monde des morts. Pour se libérer du monde des morts, il faut accepter que les morts sont morts. Et lui, il est toujours à s'apitoyer sur son sort, à parler à sa femme qui est morte. Donc il est incapable d'aider les enfants. Voilà. Donc l'idée, d'un moment donné, le passé est passé. Alors que cette dame-là, elle a bien un traumatisme issu du passé, mais elle le répare dans le présent, quelque part, en devenant une mère poule pour tous ses enfants. Et ses enfants, elle l'appelle des oiseaux. Alors, Charles Laughton, dans la première version du film, alors ça, j'ai vu ça dans le making-of de 2 heures. Les enfants qui apparaissent au début du film, ça devait être des petits anges. Mais il a enlevé ça, parce que c'était un peu too much, quoi. Hein? Mais l'idée d'oiseau, c'est l'élément R, c'est l'idée d'élévation. Hein? Voilà, donc on est dans quelque chose d'intéressant. Donc cette figure de mentor, dans les films, je vous l'ai expliqué, hein, c'est un archétype fort, c'est le personnage qui initie à la complexité et qui permet au héros de démasquer le monde. Voilà. Alors, maintenant, on va rentrer dans les deux mains. Parce que là, c'est le cœur du film. Alors, allez-y. J'avais juste une question, c'est qu'il y a un moment assez mystérieux sur, Oui. sur Moïse qui est récupéré des eaux. Oui. Et elle dit qu'il y a 2 rois. Et en fait, ça, j'ai pas exactement Alors, compris. En fait, l'histoire de Moïse et l'histoire de Jésus, il y a 2 façons de voir. Merci pour votre question, parce que ça va nous permettre de rentrer au cœur du truc. Moïse, en fait, c'est un enfant. Il y a le problème de la succession de l'Égypte. L'Égypte, c'est un pays qui est devenu une dictature, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait la révolution, qui peut être révolutionnaire, donc on va essayer de s'en débarrasser. C'est ce qui est le principe du changement. Donc c'est un enfant. Elle fait cette métaphore pour dire, et comme Jésus à un moment donné, Jésus c'est Hérode. Hein, le pharaon, Hérode, finalement c'est quoi la figure du pharaon, la figure d'Hérode? C'est la figure du roi du monde, du prince du monde. Ce prince du monde, son pouvoir est menacé par quelque chose de pur et d'innocent, qui peut s'appeler Moïse ou Jésus. Après, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire Moïse et Jésus sur le plan symbolique. Alors moi, je dirais que Moïse et Jésus sur le plan symbolique, c'est l'enfant éternel. C'est la capacité d'innocence et d'émerveillement qu'on a tous. Hein? Si ça ne revit pas, on est mort pour le système. Enfin, on est bon pour le système, on devient des bons zombies qui vont se faire implanter des puces dans le futur. Ok? Enfin, je suis un peu caricatural, mais c'est pas loin. Parce que j'essaierai de faire un truc sur le transhumanisme. Vous voyez qu'on nous vend un truc là.
il faut faire attention. Bon, donc je reviens à cette idée. Et qu'est-ce qu'elle dit? Alors, pourquoi il y en a deux? Parce qu'à un moment donné, si elle utilise le conte vis-à-vis de ses enfants, elle utilise, si vous voulez, la Bible comme un conte, quelle est la fonction du conte? C'est que le petit enfant, c'est une métaphore que j'utilise pas mal, parce que je travaille avec des mômes qui vont être animateurs, et j'essaie de leur dire, mais les contes, c'est pas bêta. C'est que le petit enfant, rappelez-vous, quand vous étiez petit, vous aviez peur du monstre du lit ou du monstre du placard. Vous étiez sûr qu'il allait venir vous manger. Et bien le conte vous raconte que ce monstre, il peut être vaincu, il ne va pas vous manger. Ça, c'est vachement important. Et donc, elle utilise le texte biblique pour dire que vous allez être sauvé. Mais sauf que le petit, il est avec sa sœur, et il dit, mais il y en a un, nous on est deux. Et elle dit, mais oui, mais vous pouvez tous être sauvés finalement. Donc en fait, l'histoire, la littéralité, Moïse, il était tout seul, effectivement, mais Moïse, c'est la métaphore, finalement, de tous ces enfants perdus, de tous ces enfants délaissés, qui sont victimes de la crise. Tous ces enfants peuvent être sauvés. Il y a un salut possible, et ça, c'est un message très positif. Même si Hérode est là, et Hérode est prêt à faire égorger tout le monde. Alors Hérode, c'est l'argent, c'est, on va dire, la fausse religion, les prêtres hypocrites, tous ces gens qui ont instauré un système qui est finalement mortifère. Voilà. Est-ce que ça va à peu près comme... Peut-être que ça vous choque ce que je dis, mais bon, vous pouvez prendre ça. Alors monsieur... Il avait juste revenir pour revenir sur la pomme. Pourquoi tu lui offres une pomme à Alors, je vais revenir sur la pomme. Alors, peut-être... Est-ce que... Oui, non, il y a quand même une évolution dans le rôle de la femme dans le film. Oui. C'est-à-dire que à la fin, on a au moins 3 exemples extraordinaire de maternité. Ouais, allez-y. Bon, la femme arbre est une mère sublime, et les 2 histoires qu'elle raconte, comment Jésus est protégé par sa mère, qui l'emmène en Égypte pour le protéger d'Hérode, et Moïse est également protégé par sa mère, qui le fout sur un petit machin sur la rivière. C'est 3 images extraordinaires de maternité. Par contre, dans tout le reste du film, la vraie mère des 2 enfants, elle est complètement lamentable. Totalement. Elle est inexistante comme Et il n'y a pas de personnage maternel parmi les personnages secondaires. Exactement. Je trouve que ce contraste est forcément important. Ouais. Il est brutal. Ouais. Alors, c'est vrai que... comment dire? Alors, est-ce qu'un film est un miroir? C'est-à-dire qu'effectivement, le miroir de... Moi, si je fais quelque chose, il faut mettre quelque chose, vous allez mettre quelque chose de vous. Bon, Charles Laughton, dans sa vie, il n'a pas trouvé son âme sœur. Finalement. Il n'a pas trouvé la femme. Et c'est vrai qu'un grand amoureux va vous faire un beau film avec des belles femmes qui ont des beaux rôles. C'est logique. Laughton, c'était pas ça. Au niveau de sa sexualité, de sa vie privée. Il a été marié à un moment donné, après il a eu des amants hommes et des choses comme ça. Et donc voilà. Donc la vision qu'il va avoir du féminin, ça va être un féminin très idéalisé. Et donc il va même peut-être avoir vis-à-vis de la sexualité ou de la femme quelque chose d'assez bizarre. Effectivement, on a une godiche, un peu la petite Ruby, elle est assez godiche, quoi. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est la réponse qui est donnée par Miss Cooper, c'est qu'effectivement, si elle était dans un truc très puritain, on pourrait imaginer qu'elle l'aurait enguirlandé, qu'elle l'aurait flagellé en disant, mais c'est... Vous voyez la réponse, c'est là où on voit qu'elle n'est pas le miroir du pasteur. C'est-à-dire, elle dit, mais oui, mais en fait, derrière le sexe, tu cherches l'amour. Et ça, c'est vrai. Une fille qui est une on dit être une putain qui couche avec tous les mecs, mais non, c'est une femme qui cherche l'amour. Et qui pense qu'avec son sexe, elle va trouver l'amour. Mais l'amour et le sexe, ça peut coïncider, mais pas tout le temps. Et c'est pas forcément ça, le sexe. Voilà. C'est là où, à un moment donné, il y a quelque chose à rééquilibrer, et qui est assez beau. Donc, c'est vrai que cette idée du féminin est presque idéalisée. Donc on est presque, si vous voulez, c'est pour ça que ce film est plus du côté jungien que freudien. C'est-à-dire, Jung, il va donner des éléments sur l'anima, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous anime, c'est-à-dire les valeurs positives et les valeurs qui sont, alors j'en reviens à la question de la pomme, sur l'arbre. Alors pourquoi? Il y a 2 arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Cet arbre, il donne 2 pommes. La dualité. Au début, le petit enfant, il y a les 2 pommes. Et à la fin du film, il y a une seule pomme, et cette pomme, elle est entourée de blanc. Et là, on passe ce qu'on appelle à l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est l'arbre du salut, de la vérité. Et les 2 sont présents dans la Bible. Et tout le parcours du héros, qui est dans le schéma de Campbell, c'est de passer de l'état de séparation, de dualité, à l'état d'unité. Ça, c'est un cheminement qu'on a dans tous les contes, quasiment. Alors, les contes initiatiques, ça veut dire que ce qui était séparé se réunit.
Pour ça que la dualité, là. Hein? Où est la dualité dans l'histoire? Ah bah dans la dualité, elle est partout. Elle est dans la nature, elle est dans le fait déjà, ils sont deux enfants, ils ne sont pas tout à fait sur le même mode. Il y a donc le pasteur qui représente lui-même une dualité, et on va y arriver finalement à une dualité, c'est la question. Bon, on y va parce que c'est la suite de mon prolongement. Donc, de façon à... Alors, on va revenir sur quelque chose qui est assez fort, sur ce jeu entre love and hate et la façon dont il le joue. Pourquoi l'automne a utilisé cette idée d'un tatouage sur deux mains et de cette histoire de Caïn et d'Abel? D'après vous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Moi, je me posais une question, mais j'ai pas réfléchi. Vas-y. Est-ce que ça pourrait pas former un mot en mélangeant les J'ai pensé aussi. Ouais, peut-être, on peut s'amuser, ouais. Je ne suis pas amusé à faire, mais ça pourrait. Hein. Alors, love and hate, on peut essayer. Ouais, peut-être. J'ai pas creusé ça. En fait, si vous... Bon, les deux mains, c'est vrai que du coup, là, on a... Là, c'est séparé, là, c'est uni. Mais en même temps, et quand il joue au jeu, c'est quelle main qui gagne? Il annonce quoi? Love. Donc, il annonce finalement la fin. Il annonce la fin du film. À la fin du film, c'est quand même l'amour qui l'emporte. L'amour n'est pas symbolisé par lui, symbolisé par Madame Cooper. Oui, mais enfin, comme c'est une technique de Baratin, il est bien obligé de faire gagner l'amour, puisqu'il oui. est censé être un pasteur. Ben voilà. Donc l'ambiguïté du truc, totalement. Hein. Donc on est sur une technique de bonimenteur. Mais en même temps, est-ce que ce type, il n'a pas en lui les deux? Est-ce que c'est un salaud intégral? Est-ce que c'est le mal absolu, ce monsieur? Alors, c'est dans son intimité en soi qu'il est censé être bien, non? Hein? Parce qu'il se confie à l'au-delà, dans son intimité. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il joue un jeu? Ouais, c'est très ambigu tout ça. C'est pas dans ce qu'il fait, en fait, c'est ça le problème. C'est pas dans ce qu'il fait. Donc quand on voit, donc si on prend l'idée qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits, on voit que ce type symbolise presque une forme de mal absolu. Alors la question, est-ce que le mal absolu existe? Oui. Bon, mademoiselle. Moi, je trouvais ça assez bien vu, le moment où elle l'attend et lui, il est en train de chanter, et ils se mettent à chanter la même chanson assez chrétienne. Très on voit bien. que ils ont le même langage, mais de façon différente Très bien. de le vivre. Exactement, merci. Bah, vous avez compris à peu près. Donc on est sur quoi là? On est sur une le film est en noir et blanc. Donc noir et blanc, on a l'idée de la lumière et des ténèbres. Hein. Que toute l'histoire, une vision eschatologique du monde serait de dire que toute l'histoire de l'humanité, c'est la guerre de la lumière contre les ténèbres. Donc la lumière et les ténèbres, c'est des énergies. Donc moi, quand je lis un texte, quand je prends un texte religieux, quelle intention je mets dans le texte religieux? Donc là, on est sur, si vous voulez, presque un petit peu, chez David Lynch, on a les personnages qui disent Garbambonzia. Hein. David Lynch, il crée un mot, hein, et c'est une invocation de ces démons. Garbambonzia, ça signifierait plus ou moins traduit peine et souffrance. Donc là, on est dans des rituels de magie. Ça veut dire que, vous y croyez ou vous y croyez pas, mais depuis que l'homme existe, il y aurait des gens qui feraient de la magie noire et de la magie blanche, avec des rituels. Et qu'à un moment donné, il y a un combat entre les deux. Alors qui gagne? Est-ce que c'est de la magie blanche ou la magie noire, vous voyez? Mais est-ce que là, elle fait de la magie? C'est complexe, hein? Mais il y a quelque chose qui se joue sur la question « je suis le bras ». Alors quand on dit « je suis le bras de Dieu », est-ce que c'est bizarre cette histoire-là? Le bras, le serviteur. Ouais, le serviteur. Alors, l'exécuteur. Ouais, bon, vous avez vu ce que ça a donné dernièrement, les bras de Dieu. Hein, compliqué quand même. Hein. Je suis le bras de Dieu. Si Dieu il me dit d'aller tuer mon prochain, j'y vais. C'est ça le problème. Hein. Et donc c'est pour ça que Lynch, il a pris le petit nain. En fait, il y a une figure, je vais vous amener à cette figure-là, qui est chez Lynch et qui est dans le film. Hein, pour qu'on aille. Mais c'est vrai que du coup, je vais vous remonter 2-3 choses. Bon, il y a l'idée de Moïse. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. Hein, on a encore regardé cette figure de la pyramide là, qui apparaît. Hein. On voit la jeune fille. Elle est amoureuse. Elle est fascinée par ce type, qui a tous les archétypes, effectivement, d'un dieu bon ou d'un type protecteur. Mais voilà, sauf que là, on est dans le mensonge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, effectivement, j'avais repris cette image hein, du double champ. Si vous voulez, d'un côté, on a une invocation. Donc, il lance un sort, hein, la malédiction, c'est quoi une malédiction? C'est je dis quelque chose mal avec une mauvaise intention. Et elle donne presque une bénédiction. Une bénédiction, c'est je dis bien. Donc ça, c'est presque un combat qu'on aurait entre deux magiciens. Et il y en a un qui doit annuler l'autre. Je m'égare ou c'est à peu près ça?
Ça vous parle? Hein? Oui. Ouais. N'empêche que sa bénédiction à la fin, ça finit par la lumière qui arrive et ça lui permet à lui de passer sans être vu. Ouais. Et qu'à chaque fois, enfin j'ai pensé à ça aussi, mais à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a un envoûtement et que au début quand ils se mettaient à chanter, qu'ils étaient sur la table en train de manger tous ensemble, ils se mettent tous à chanter avec lui comme de façon quand même un peu... Oui, c'est ça. Mais là j'avais l'impression, pendant ce moment-là, je me suis dit non, c'est pas possible, elle aussi on l'a perdue, elle voilà. va tomber dans le truc. C'est très ambigu. Eh ben non, quand même pas. Mais vous avez raison, l'automne, il joue tout le temps là-dessus. Bien vu, très bien vu. Enfin, parce que c'était la seule. C'est bien sûr. On peut dire, mais elle aussi, elle s'est laissée avoir. Sauf que, avant, on a vu que cette personne, elle a compris ce que c'était que l'amour. En fait, la clé, c'est dans l'amour. La clé, c'est dans l'intention. On va y arriver à ça après. Ben, l'amour, c'est une des clés, c'est quand la petite, là, elle revient, elle dit qu'au lieu qu'elle lui a menti depuis des années, au lieu de la flageller comme une bonne, on va dire, protestante méthodiste orthodoxe, on va dire, bah, t'as péché, ma fille, je vais te punir. Et ben non, je te comprends. L'idée de la compassion. Et ça, elle l'a, alors que l'autre l'a pas. Et l'autre, il fait semblant. Et l'enfant là aussi. Et l'enfant là, voilà. Parce qu'il pardonne en fait à la fin. Voilà, exactement. Donc là, on chemine sur la fin du film. Alors, ce que je voulais vous montrer, ce qui est intéressant, c'est ça. Alors, effectivement, l'amour est en train de gagner. Mais bon, c'est bien ce qui va se passer. Alors, moi, une question que je vais introduire chez vous maintenant, pour réfléchir, et je pense que c'est une des clés de lecture, ce mot. Est-ce que le film que l'on a est un film manichéen, d'après vous? Alors, déjà, est-ce que quelqu'un peut me rappeler le sens du mot manichéen? C'est 1 ou 0. 1 ou 0. Bon. Le manichéisme, à la base, est une religion perse du IIIe siècle après Jésus-Christ. La symbolique du manichéisme, je vais vous la montrer, parce que j'ai pris plusieurs images, mais il y en a une qui va vous parler tout de suite. Le manichéisme, en fait, on va dire que c'est quelque chose qui se passe en Perse, mais c'est exactement la même philosophie dans cette religion, enfin, cette spiritualité. C'est-à-dire que je vais sortir du mot religion, parce que religion égale dogme. Enfin, ce que l'automne, enfin moi c'est la vision que je commence à avoir quand j'ai vu le film la deuxième fois, c'est que l'automne se méfie des religions instituées. Il y a la religion, et l'automne renvoie au système du yin et du yang, du bien et du mal, de l'ambivalence fondamentale de la nature et des êtres, qui est dans le taoïsme. Alors je ne dis pas que l'automne est taoïste. Alors, mais on le retrouve dans le manichéisme. Donc quand on dit qu'un film est manichéen, c'est comme si c'était dans l'informatique et manichéen. On a créé un système manichéen parce que c'est du binaire, c'est 0 ou 1. Mais le sens profond du manichéisme, c'était l'idée que l'être humain est totalement duel et qu'il peut échapper à la dualité. Et ça, c'est assez fondamental, mais c'est pas très clair. Et le cinéma hollywoodien n'est pas du tout structuré à voir des films comme ça. Est-ce que vous pouvez me donner un autre exemple de film avec je vous donne une piste, qui est totalement manichéen au sens spirituel du terme, et pas binaire, et qui a été un échec fondamental pour son auteur, qui était un grand comique, qui faisait rire les enfants. Et oui, Monsieur Verdoux. Les deux grands films qui sont un peu en miroir à ça, c'est Les Rapaces d'Eric von Stroheim, où on a des personnages ambivalents, et Verdoux. Et en fait, si vous voulez, pour vous montrer quel est l'envers du pasteur, l'envers du pasteur, c'est ça, c'est cette foule. Pour vous montrer effectivement que le monde, il le montre bien, tous ces gens qui étaient voués à adorer le pasteur, ils sont prêts à le détruire. Donc l'amour se transforme en haine. Chose qui ne se passe pas chez Madame Cooper. Jamais est-ce qu'on la voit avoir de la haine sur quelqu'un. Est-ce qu'elle a la haine de ce type? Non. Bon, elle lui tire juste dessus à un moment donné quand même. Ouais. Donc là, c'est peut-être un peu ambigu. Elle est prête à le descendre. Elle est quand même prête à le buter. Bon. Mais bon, quand elle tire, elle fait des regrets quand même. Ouais. Voilà. Il y a quand même ça, d'accord? C'est cette idée. Et lui, sa dualité, alors, elle est où? Alors, la dualité de qui? Du pasteur. Eh ben, la dualité du pasteur, elle est dans quoi? Elle est dans cette idée qu'il incarne en lui-même. Alors, le pasteur, je vais vous montrer en fait l'archétype dans lequel il se relie. Le pasteur, si on reprend les notions jungiennes, le pasteur, c'est le démiurge. Le démiurge, c'est celui qui a l'aspect angélique et diabolique en lui-même. C'est les deux. Donc la dualité, si vous voulez, il l'a quand il... Regardez la scène de la messe. Regardez la scène de la scène champêtre. Là, on a l'image
de quelqu'un qui aide les âmes, qui est à l'écoute des gens. Donc là, la dualité, elle est bien présente. Et après... On ne croit pas. Alors, vous croyez pas parce que vous avez vu le film. Mais mettez-vous à la place des braves Américains qui n'ont pas vu le background que vous avez vu. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez ce que je veux dire? Le spectateur, si vous voulez, il voit le film avec un regard extérieur. Donc, bien entendu, ce type... Et alors, à un moment donné, Mitchum, il joue même trop. Hein. Il y a 2-3 scènes quand j'ai revu où il joue limite Tex Avery. Hein. Donc, par moments, c'est presque surjoué. Et ça, c'est le risque. Hein. Et l'automne a calmé Mitchum parce que, effectivement, si Mitchum surjouait, on n'y croyait pas. Hein. Donc, c'est ambivalent, effectivement. Donc, la dualité, pour essayer de vous faire comprendre ça un petit peu mieux, c'est cette idée que quelqu'un incarne 2 principes. Il incarne le bien et le mal. Et finalement, c'est l'archétype de l'ombre, si vous voulez. Et ça, c'est assez fondamental, puisque le texte qui va être dit au début, c'est un texte du Nouveau Testament. Et à un moment donné, notre pasteur, au début, quand il parle à Dieu, il parle auquel Dieu? Il parle au Dieu de l'Ancien Testament. Parce que bon, les manichéens et les autres faisaient des distinctions par rapport à la Bible en disant, et c'est exactement ce qu'il dit Mitchum au début, il dit, tu sais, Dieu, tu vas m'indiquer une autre veuve, je vais la tuer. Mais de toute façon, dans la Bible, il y a eu plein de morts. Donc globalement, et c'est vrai que quand on regarde... C'est étonnant, mais c'est vachement profond. C'est que l'automne, il a l'intuition, alors je ne dis pas qu'il est manichéen ou gnostique ou autre, mais il a l'intuition qu'ont eu les gnostiques à un moment donné, c'est qu'il y a un clivage manifeste entre les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. À savoir, le Nouveau Testament, moi je me rappelle mon catéchisme, c'est vrai que je ne suis pas catholique, moi, mais c'est vrai que j'avais cette idée que dans le Nouveau Testament, effectivement, et c'est l'automne, il a été, je vous rappelle, plusieurs fois dans des théâtres, jouer le sermon sur la montagne. Le mystère des béatitudes de notre Père avec une scénographie. Donc tous les contes qui sont dits par Lilian Mitch, il en avait fait un spectacle. C'est quand même pas pour rien. Et c'est un spectacle qui est centré sur le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui est plutôt sur le pardon et l'unité. Alors que l'Ancien Testament, donc notre pasteur, il sert le Dieu de l'Ancien Testament, il dit, de toute façon, tu sais, t'es un Dieu de vengeance, t'es un Dieu de courroux. Et c'est ça, c'est un démiurge. Donc en fait, il s'identifie, et c'est ce que Jung, à un moment donné, dans sa vie, Jung, un des critères de sa recherche, et il le dit dans Ma vie, c'est qu'à un moment donné, son père était pasteur, donc comme notre pasteur là, mais son père était pasteur dépressif. Comment on peut aimer servir Dieu et être dépressif? Il y a un truc qui ne va pas. Et une semaine après, Jung fait un rêve où il voit, il le dit vraiment, où il voit Dieu qui chie sur l'église de son père. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Dieu qui chie sur l'église de mon père? Donc il ne comprend pas. Et à un moment donné, il doit se dire, effectivement, il y a, et c'est là où il va rentrer dans l'étude des textes gnostiques, où il va se dire peut-être qu'il y a des figures, il va parler de l'archétype du démiurge et de l'archétype de l'ombre. Et donc dans ce film-là, j'ai l'impression qu'on a une illustration de cet archétype-là. C'est pas forcément ça, mais voilà. D'autres réactions là-dessus ou... Je crois qu'il y avait une main qui s'était levée. Non, c'est bon. Alors, sur le film et la conclusion du film, est-ce que vous avez des choses à en dire? Parce que du coup, est-ce que vous êtes d'accord sur l'idée qu'on est sur un conte de fées? Ouais. Alors, quelle est la morale du film? Allons-y. Et quelle est la morale du film? On termine là-dessus. Je sais pas, moi je me suis posé la question, c'est pour ça que je voudrais bien entendre ce que vous dites. Eh ben, on y arrive. S'il n'y avait pas une histoire de... pas de rédemption, enfin, comme le Christ, d'être... voilà, il faut qu'il endure... Sauf que à la fin, ça se passe à quel moment de l'année? Après Noël. Noël, symboliquement, au-delà de la fête de cadeaux, parce qu'on en a fait ça aujourd'hui, Noël, fête de l'argent, on offre des cadeaux. Mais on oublie l'argent, parce que l'argent, à la fin, on s'en fout de l'argent. C'est intéressant. À la fin, on rejette, le gamin, il rejette la société de consommation, il rejette ce pognon qui est devenu un dieu. Noël, c'est exactement la fin du film de Kubrick, Ice White Shot. Ice White Shot, ça se passe à Noël. Mais c'est pas pour rien qu'à la fin, ça se passe à Noël. D'accord? Et qu'à la fin, ils vont baiser, ils vont faire un gamin. Parce qu'il y a un lien entre 3 films de Kubrick et ce film-là, qui sont Shining, 2001, et Ice White Shot. Ice White Shot, bon, finalement, le couple se recompose, ils baisent, ils font un gosse. Le gosse, ça peut être Danny dans Shining, mais bon, Shining, on verra le mois prochain, ça va être compliqué pour lui. Et puis dans 2001, vous avez l'enfant étoile. Pourquoi ça serait l'enfant Danny de... Parce qu'en fait, Kubrick, dans ses films, il a fait... Enfin, bon, je vais faire une conférence. J'ai beaucoup travaillé sur Kubrick, et
Kubrick fait 13 films, il en fait 3 qui parlent de métamorphose et d'alchimie, qui sont ces 3-là. Et si vous voulez, un auteur, il a la question de la paternité, forcément. En fait, on peut faire des enfants, on peut faire des films, souvent c'est à peu près la même chose. Et quand les films parlent d'enfants, c'est encore autre chose, d'accord? Et ça, je le développerai quand je parlerai de Shining le mois prochain, ok? Parce que ça vient au-delà de ça. Là, il y a cette figure de l'enfant qui revient régulièrement et qui est très présente là. Alors, pour dire effectivement qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Noël. Noël, c'est le moment où la lumière brille un tout petit peu plus que les ténèbres. Donc, c'est-à-dire que la lumière l'emporte sur les ténèbres. Hein, c'est le solstice d'hiver. Il y a des raisons qui sont des raisons un petit peu très anciennes. Alors, sur la fin du film, vous avez trouvé ça bêta-sous, vous avez trouvé ça comment? Allez-y, je vous laisse. Je trouve qu'il y a la notion aussi de pardon qui est assez forte. La notion de pardon, totalement. En fait, finalement, l'enfant l'a défié, puis finalement, parce qu'il y a la scène se reproduit par rapport à ce qu'il a vu avec son propre père. En fait, il a l'impression de revoir son père. Ouais. J'ai l'impression que au niveau des gestes, c'est la même il se scène, il se fait mettre à terre. Même le beau-père, il se fait mettre à terre par les flics, finalement, tout comme son père, et c'est la même scène qui se reproduit. Totalement. Et il le pardonne, il lui jette l'argent, en fait, il ne veut pas le voir mourir, alors que s'il avait été vraiment mauvais, le petit, il aurait aimé que il aurait dit, c'est très bien, se fasse tuer, ou qu'il lui arrive des... Voilà, et finalement, il le pardonne. Voilà. Les seuls qui sont dans la jouissance et qui veulent l'exécuter, c'est le peuple lambda, quoi, qui est prêt à adorer une idole et la brûler. Effectivement, c'est assez dur sur la société, mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que si on ne fait pas l'effort de réfléchir un petit peu sur soi-même et sur les forces qui nous gouvernent, on peut très vite passer de l'adoration à la détestation. Donc vous avez bien tenu l'idée que l'enfant a vécu à travers ce film un parcours, et comme le temps passe très vite, je vais vous donner la vision que j'ai de l'histoire, par rapport à la question de la peur. Puis on peut échanger un petit peu là-dessus, et après on clôturera parce qu'il est 23. Ça va? Alors, je vais essayer de réintroduire mes petits schémas au tableau, mais je vous les mets là. Donc en fait, dans chaque grande histoire, il y a souvent 3 grandes étapes. Ces étapes sont symbolisées par des couleurs. Je ne sais pas si vous regardez, dans une salle de cinéma, on a 3 couleurs qui apparaissent. Vous avez l'écran qui est blanc. Alors souvent, on a la scène ou les murs qui sont noirs et les fauteuils qui sont rouges. Ces 3 couleurs renvoient à 3 symboles, à 3 étapes. Il y a une étape qu'on appelle l'œuvre noire. L'œuvre noire, c'est la confrontation avec l'ombre. C'est la descente dans la cave. Je vous rappelle que les enfants, à un moment donné, ils sont couverts de charbon. Physiquement. Donc dans le film, c'est très présent. Et donc, la confrontation avec l'ombre, dans Twin Peaks, c'est Bob. Et l'ombre, le démiurge, c'est notre ami Mitchum, qui est pas l'initiateur, mais le contre-initiateur. L'envers du mentor. Et je vous ai donné l'image de la figure du démiurge qu'on retrouve chez les manichéens et dans les textes gnostiques. Et qu'on va même retrouver dans la figure d'Hérode. Vous avez un film sur Hérode, ou dans la figure de Néron. Il faut savoir que l'automne avait joué le rôle de Néron. Néron, c'est un type, vous regardez en histoire, qui se comporte en démiurge, qui va détruire des choses pour le pouvoir, qui va massacrer des innocents. Donc à un moment donné, ces enfants, qui représentent ce que j'essaie de vous montrer, c'est-à-dire notre part d'innocence, eh bien cette part d'innocence, elle n'est pas évidente, parce que quand on grandit, on devient désabusé, et il faut la réveiller. Et donc il faut la nettoyer, il faut la purifier. Vous êtes bien d'accord qu'à un moment donné, les enfants, ils prennent un bain. Donc métaphoriquement, on les lave. Donc en alchimie, c'est ce qu'on appelle l'œuvre au blanc. Et là, je vous montre, il y a énormément d'images. Ça, c'est le Mutus Liber, qui est un livre alchimique du XVIIe siècle, où vous avez toute une métaphore sur les qualités que l'homme doit acquérir, qui sont liées à des enfants. Et ces enfants, souvent, ils font des jeux, et c'est souvent des jeux avec de l'eau, qui renvoient à la question de la renaissance. Voilà. Ça, c'est vous vérifierez dans le Splendor Solis. Bien. Comment ça s'appelle? Le Splendor Solis. C'est un des plus beaux livres d'alchimie publiés. Alors l'alchimie, c'est, si vous voulez, pour vous donner la vision de l'alchimie de façon très simple, aujourd'hui on parle de résilience dans les sciences humaines. Il y a Nietzsche qui disait « Comment faire du chaos que je suis une étoile ?» C'est exactement ce qui se passe dans le film. C'est-à-dire comment faire qu'avec nos blessures de la vie, on arrive à se transformer en quelque chose d'autre. Comment faire que le plomb que nous sommes, ce qui nous plombe, notre histoire, notre pognon, notre famille, eh ben on s'en sorte pour faire quelque chose d'autre qui serait de l'or. Alors après, vous mettez ce que vous voulez dans l'or, mais vous voyez quelque chose qui brille, quelque chose qui s'élève. Voilà. C'est la vision. Donc les films que je vous propose, là, dans mes sélections, sauf Twin Peaks, qui était très limite, mais à la fin, on a la rédemption de Laura Palmer, c'est des films où il y a un parcours dans ce sens-là. Et c'est le schéma narratif des contes de fées et des contes initiatiques.
Voilà, je vous donne le cœur. Et donc là, c'est intéressant parce que Ingmar Bergman, quand il fait Fanny et Alexandre, eh ben, il remet l'histoire. Fanny et Alexandre, je vous rappelle, c'est deux enfants qui sont face à un pasteur qui les traumatise. Et ces enfants, comment ils vont s'en sortir? Eh ben, c'est l'histoire de Bergman. Bergman, il va s'en sortir dans le cinéma. Il va projeter ses névrones dans ses films. Et Bergman, il va nous faire le 7e saut. Et dans le 7e saut, il parle à qui, Bergman? Il parle au démiurge. Il joue aux échecs avec lui. Et le démiurge, c'est la mort. Donc c'est intéressant de voir comment ce film-là est un film matrice de plein d'autres films, parce qu'il pose des questions existentielles très fortes. Hein. Voilà, donc l'œuvre au blanc, l'idée de cette pureté. Et ce qui est très beau, c'est cette fin avec la neige. Ben, la neige, symbole de blancheur, de pureté aussi. Et cette image fait boucle avec le début où on était dans le ciel. Donc la fin était déjà annoncée au début. Et l'automne, il a même enlevé les petits anges. Parce que je vous avais dit on voit les gamins qui sont habillés en âge, là c'est trop. Alors pourquoi la notion d'ange? Puisque en fait, si on prend les croyances orientales, on dit qu'effectivement, les enfants, c'est des étoiles. L'étoile, c'est le pentagramme, 5 branches, qui est le symbole de l'homme-âme chez les pythagoriciens, et que ces enfants, ces âmes, choisissent de s'incarner sur Terre. Et donc, pourquoi les enfants sont endurants? Parce qu'ils ont en eux le savoir de vie antérieure, et qu'à un moment donné, s'ils ne sont pas corrompus par le système, ils ont quelque chose en eux qui leur permet de perdurer. Et c'est cet enfant éternel, alors cette part de mémoire, ou de spirituel, ou de bonté, ou de choses. Alors là, on est dans le domaine de Platon, du monde des idées, hein, en philosophie, hein, l'idée du bien, du beau et du vrai. Voilà. Et cette idée du monde platonicien, eh ben, on l'a d'emblée dans le film. Je vous rappelle aussi les images, alors là, ça aurait été intéressant qui renvoient l'enfant à des projections. Il parle de quelque chose, et on a la projection de l'ombre de Powell qui apparaît. On a l'impression d'un théâtre d'images. On a la même chose dans Fanny et Alexandre, avec la lanterne magique qui projette des choses. Le cinéma est un moyen de se projeter, de voir les ombres. Platon nous dit, nous sommes dans la caverne. Le cinéma, c'est le miroir de quelque chose. C'est ce que disait Michel Cazenave. C'est de quoi l'écran est le miroir? Qu'est-ce que le film reflète de nous-mêmes et du réalisateur? Très important, ça. En fait, essayez de vous dire que l'automne Lynch, il nous parle de nous. La saison 3 de Twin Peaks, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça finit dans le monde réel. Il casse le 4e mur, David Lynch. Voyez la saison 3 de Twin Peaks, honnêtement. 19h, c'est un film, ça parle du monde, de ce qui se passe aujourd'hui, de façon totalement métaphorique. Mais ça dit quelque chose d'intéressant. Voilà. Alors, la question que je me pose, c'est effectivement la fin. La fin, c'est, il y a un nouveau ciel. Est-ce que c'est, alors il y a Noël, est-ce que c'est le renouveau? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'idée que, après cette histoire, est-ce que ça va continuer? Est-ce que le mal, il va y avoir d'autres pasteurs? C'est la grande question. Hein. Est-ce que le mal est toujours vaincu? Est-ce que les nazis vont revenir? Vous voyez ce que je veux dire? Le seul film où on est sûr que ça va être autrement, c'est 2001. 2001, j'essaierai de l'analyser ici, c'est fabuleux. Parce que Kubrick, il pète le 4e mur avec La Porte des Étoiles. Il nous amène ailleurs. Parce que moi, j'avais eu un échange avec Michel Cazenave là-dessus. C'est grâce à l'échange avec Cazenave que je rends hommage et je dédie Ciné Club, finalement. Il m'a fait comprendre que ce que je ne comprenais pas dans 2001, c'était la clé de la lecture alchimique. Et ça, je vous ferai une séance sur 2001, bientôt. Voilà. Et je vous invite à le revoir et voir cette idée du microcosme et du macrocosme. On n'a jamais été aussi loin au cinéma de mettre des choses, des images qui renvoient à autre chose. Voilà. Alors, on va traiter le mois prochain du cas du petit Danny. Le petit Danny s'appelle l'enfant lumière, le Shining. Qu'est-ce que c'est l'enfant lumière, hein? L'enfant qui n'a pas peur de la peur. Alors, je vais vous faire une conclusion quand même sur le film. Vous dire que le film a influencé 2 autres grands cinéastes, Robert Minnegan dans The Other et David Gordon Jones dans L'autre rive. Hein? L'autre rive est une espèce de relecture de La Nuit du chasseur. Et j'en arrive à ma conclusion, voilà, pour vous dire que le film que vous avez vu participe du conte de fées, participe de ce que je vais qualifier d'un symbolisme merveilleux. Alors, quelques mots vraiment de conclusion, mais c'est un peu schématique, mais voilà, ça va répondre à la date, vous aurez votre conclusion. Mais tout en sachant que ça reste ouvert, et je vous invite aussi à avoir d'autres lectures du film. Je ne veux surtout pas vous emprisonner dans une lecture. L'enfant sans père a démasqué le faux père. Pourquoi il se libère de la peur? 3 raisons. Il est conscient d'avoir une mission. Son père lui donne une mission, tu dois protéger ta sœur. Il a un but dans la vie, il y a quelque chose à faire. Il est protégé. À un moment donné, il y a un mentor de cette dame. Et cette dame, à un moment donné, elle va utiliser un texte, ou des textes, ou des contes,
qui vont avoir du sens. Et il va y croire, puisqu'à la fin, il va venir lui donner une pomme. Donc il a eu accès au symbolique, il a compris ce que c'était, le symbolique. Alors la pomme, c'est quoi? Je vous le donne, c'est le symbole de la connaissance. Par contre, si je suis Apple et que je croque la pomme, là, je fais autre chose. Là, moi, j'ai un Apple, là, la connaissance, il y a un petit problème avec ça. Okay, et bon, c'est pas grave, hein, mais la pomme, elle est entière. Là, il manque un bout. Après, c'est à vous de trouver le bout qui manque, de reconstituer la pomme. Okay, voilà. C'est-à-dire que les symboles, il faut les remettre en marche. Donc, il est protégé, il y a ce texte sacré, Sermon sur la montagne, hein, Nouveau Testament, l'idée du pardon. Et donc, l'enfant a découvert la compassion. C'est quoi l'amour, finalement? Si c'est pas la compassion. Alors, peu importe qu'on soit bouddhiste, chrétien, mais est-ce qu'on est capable de compatir avec l'autre? Est-ce qu'on est capable de se dire que sur Terre, on a une mission et de chercher pourquoi on sert? Et de se dire qu'on ne sert pas uniquement son ego, son appétit de pouvoir. Qu'est-ce qui nous protège? Quels sont les textes ou les choses qui sont nos références, qui sont au-delà de nous? Voilà, je vous pose ces questions à vous, vous verrez dans vos vies. Hein. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se rendre compte que même si le monde peut paraître un enfer, par la vision que nous en avons, si nous relisons Le Petit Prince et si nous nous connectons à notre enfant intérieur, et bien ce monde peut redevenir merveilleux et il peut changer pour nous et les gens que nous aimons. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, super. Merci. Alors, je vais mettre des petits flyers à la sortie si vous voulez les prendre. C'est tous les mois? Alors, vous avez une prochaine date où on va travailler sur Shining et ça sera le 19 février. Voilà, donc je mets les petits flyers dehors. Alors, pour ceux qui veulent, alors, moment de publicité, vous avez un site qui s'appelle Ultrazone TV où je poste des choses autour de la culture symbolique et générale. Et il y a surtout la chaîne YouTube qui s'appelle Liber Mundi, le livre monde, où vous avez des analyses sur l'architecture symbolique et le cinéma symbolique. Et je remercie.